Bienvenue à FinTech Founders, le podcast où on discute avec les entrepreneurs qui changent l'industrie financière. Dans chaque épisode, vous allez découvrir un fondateur, leur entreprise et leur vision pour le futur. Mon nom est Nicolas Béliveau, votre animateur pour ce podcast et le directeur marketing à FinTech Cadence. FinTech Cadence est un bâtisseur de communauté qui développe les leaders FinTech canadiens de demain. Afin d'en apprendre plus, visitez fintechcadence.com. Salut à tous, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec M. Julien Brault, PDG et fondateur de Hard Bacon. Ça va bien, Julien? Ça va super bien. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'ai hâte d'apprendre un peu plus sur Hard Bacon et vos avancées récemment. On a vu entendre parler de toi dans les nouvelles avec la Banque nationale très récemment. Et c'est ça, mais pour commencer, j'aimerais mieux comprendre qu'est-ce que vous faites chez Hard Bacon. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de vous, Parfait. vous faites quoi? Je vais te donner la définition courte. Essentiellement, Hard Bacon, c'est une application mobile qui va se connecter sur vos comptes de banque, vos comptes d'investissement, va analyser votre portefeuille et va vous aider à prendre de meilleures décisions financières. Ça, c'est on fait plein de choses, mais essentiellement, c'est ça l'idée. Les gens connectent leurs comptes et nous, on leur présente les données puis les outils qu'ils ont besoin pour comprendre puis améliorer leur situation financière. Essentiellement, on s'adresse à des gens qui veulent s'enrichir. OK. Et comment tu as eu cette idée-là de lancer Hard Bacon? C'est une bonne question. En fait, contrairement à beaucoup de fondateurs, puis ça fait des meilleures histoires où on dit je me promenais dans la rue et là, j'ai vu ce problème-là et j'ai eu une ampoule qui s'est allumée au-dessus de ma tête et j'ai eu la vision. C'était essentiellement, j'avais identifié une opportunité de marché. Donc, c'est très macro et je me disais, vous voyez, je me suis dit, tu sais, dans l'industrie du voyage, par exemple, on avait énormément de données structurées et un modèle de distribution archaïque où on passait par des agences de voyage avec des vendeurs humains et des petits bureaux un peu partout dans la ville pour distribuer des voyages. Et on a vu cette industrie-là pratiquement disparaître en quelques années avec l'avènement des Expedia de ce monde et des Hopper aujourd'hui au Québec. On a bénéficié de ça. L'industrie du détail avait subi une révolution similaire. Et là, je me suis dit, l'industrie des services financiers, c'est plein de données. C'est une industrie qui carbure à la donnée, donc on peut comprendre et faire plein de choses automatiquement. Il y a un réseau de distribution archaïque avec et c'est en train de changer. Aujourd'hui, c'est une belle opportunité parce que tous les firmes de services financiers sont en train de se moderniser et comprennent que leurs conseillers ne devraient pas être des gens qui vont juste distribuer des produits physiquement, mais devraient être des gens qui créent la valeur, sinon ils n'ont plus de raison d'exister. Mais j'ai vu tous ces éléments-là et je me suis dit, ben, je vais me lancer là-dedans. Et honnêtement, la première idée était une mauvaise idée, mais c'était vraiment macro. Je savais que je voulais, et le monde des services financiers est large. Je ne voulais pas faire du prêt. Moi, c'était vraiment l'investissement qui m'intéressait personnellement. Donc, ma première idée, je me suis dit, je vais lancer un courtier en ligne. Un peu à la Robinhood. Moi, j'aime pas le modèle de Robinhood. Moi, mon idée, c'était de faire un courtier qui allait vraiment aider les gens pour qu'ils prennent les bonnes décisions et non pas pour qu'ils s'en aillent sur le casino de la bourse puis fassent de la spéculation puis perdent de l'argent. Je me suis vite rendu compte que c'était pas une bonne idée, mais ça vient de là. Désolé de la longue réponse. Là. Non, mais c'est bien. Et là, aujourd'hui, vous avez un focus plutôt sur investir dans des titres versus que dans des index, c'est bien ça? Non, ben, nous, on est un outil. D'ailleurs, on supporte tout ce qui est fonds communs, fonds négociés en bourse, les fiducies, là, si on parle des REIT immobiliers qui sont des fonds, qui ne sont pas des actions. Bien entendu, les gens qui réfléchissent le plus à leurs investissements sont les gens qui investissent dans des actions. Je fais beaucoup de vidéos là, sur LinkedIn où je parle d'actions, mais j'en ai fait plusieurs quand même sur des fonds. Donc, nous, on est un outil. Puis, tu sais, tantôt, j'ai expliqué qu'est-ce qu'on fait. On aide les gens à prendre des décisions parce qu'on n'est pas un courtier, on n'est pas un robot conseiller. Les gens qui utilisent Hard Bacon ne mettent pas leur argent dans Hard Bacon. Ils connectent leur compte où ils investissent à Hard Bacon et on les aide à prendre les meilleures décisions. Donc, on n'a pas vraiment de philosophie. Et donc, il y a plusieurs approches en investissement et nous, on est là pour aider les gens à investir. Donc, vraiment, peu importe l'investisseur, vous êtes vraiment là pour l'accompagner, un peu un coach. Donc, dans Ouais, le but ça a d'éduquer du le sens. monde sur Exactement. comment Ouais. mieux investir. OK. Et c'était quoi le développement de l'entreprise? Ça a commencé en quelle année?
Je pense qu'on s'est incorporé en 2017. Le projet, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Je pense que c'était même en 2016 que j'ai commencé à avoir à bloguer. Puis je savais pas exactement où je m'en allais au début. Comme je disais, la première idée, c'était de lancer un courtier. La première étape, en fait, c'était de lancer une infolettre, avant même d'avoir un blog ou un site. J'avais un landing page, qui est le seul truc que j'ai programmé. Je suis pas un programmeur. Donc, Euh, dans une j'ai philosophie très fait lean, bootstrappée C'était un du peu. HTML, là. C'était un truc qui fait genre 6 lignes de HTML. Puis c'était juste une place où j'ai mis, à l'époque, Mailchimp. Puis là, je vais créer une infolette. Puis comme, c'est mon expertise d'écrire, je suis un ancien journaliste, ben, plein de gens se sont abonnés. Ils voulaient savoir qu'est-ce que j'avais à dire. Donc, je pense que la première journée, on a eu 100 abonnés à l'infolette. Donc, ça, c'était la première étape. C'est de dire, OK, ben, je vais commencer une infolette. C'était juste une page avec une infolette. Mm. Deuxième étape, c'était de lancer un blog où on parlait des courtiers en ligne. Donc, au début, c'était, ben, en fait, je suis en train de faire une étude de marché pour comprendre l'industrie du courtage en ligne, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'on se rende compte que non, ça n'avait pas de sens pour nous de se lancer dans le courtage en ligne. Mais après, vous avez même fait des cours, parce que je me rappelle, dès Oui, le début, je suivais ça de proche. Donc, après, les cours en ligne, ça, c'est un peu en préparation de l'outil Heartbacon qu'on connaît oui, aujourd'hui. c'est ça. Ben, une des choses qu'on faisait quand, j'ai fait plein d'entrevues consommateurs, de voir c'est quoi le problème, c'est quoi l'enjeu. Et une de mes premières surprises, et je dirais même que malgré toutes les conversations que j'ai eues, je pense que il y avait un biais de sélection, c'est-à-dire que les gens qui voulaient me rencontrer en connaissaient plus sur l'investissement que la moyenne des ours dans la rue. Mais même là, en rencontrant ces gens qui auraient probablement des connaissances plus élevées que la moyenne, je me suis rendu compte à quel point les gens n'avaient aucune littératie financière. et ben, d'où l'idée du cours. Les gens disaient, ben, il n'y avait vraiment pas la base. Fait que, créer un outil qui les aide à prendre des décisions. Avant de prendre une décision, il faut quand même savoir c'est quoi la bourse ou investir. Donc, on a fait un cours sur l'ABC de l'investissement. Mais je dirais que maintenant que tu me poses la question, euh, c'est super important de faire les entrevues consommateurs puis de parler aux gens, mais peut-être aussi de trouver pas juste. Parce que moi, j'ai utilisé beaucoup les médias sociaux. Et les gens, forcément, qui suivaient ce que j'écrivais en connaissaient plus que la moyenne. Donc, de se forcer à rencontrer des gens random qui ne connaissent pas, qui n'ont aucun intérêt. Je pense que je me serais rendu compte à quel point les gens, en fait, ont aucune connaissance en investissement. Puis souvent, même, ils ont de l'investissement. Donc, la plupart des gens ont ce soit un plan, un REER ou un RVER avec leur entreprise ou quoi que ce soit, un fonds de pension. Ils ne savent même pas c'est quoi le rendement, c'est où. Limite, j'ai l'impression que s'ils perdent leur job, ils ne sauront pas où retrouver leur argent puis ils ne toucheront pas, là. C'est inquiétant. Hmm. C'est surtout que c'est la plus. C'est comme si le monde ne savait pas était où leur maison. Souvent, l'actif principal de quelqu'un, c'est même pas sa maison, ça va être, mettons, son REER et compagnie. Et si tu sais pas il est où ou comment y accéder, ou c'est quoi le nom de ton conseiller, c'est assez spécial, là. C'est comme si tu avais une maison quelque part à Montréal, tu sais pas est où. Tu as perdu les clés. Puis tu perdu les clés. Donc, tu as parlé vraiment des médias sociaux Ouais, et ça, c'est une des raisons, je suis content qu'on fasse l'entrevue aujourd'hui ouais. parce que beaucoup de personnes au Québec dans le domaine de la technologie financière te connaissent grâce à ça. Tu as Mmh. vraiment fait une marque personnelle autant pour toi que pour Mmh. l'entreprise et ta stratégie de levier d'utiliser les médias sociaux, ça t'a même aidé pour ton financement. Mmh. Peux-tu me Tout parler à un fait. peu de ta stratégie de levée de fonds à travers Mmh. le crowdsourcing? Ben, nous, on a une approche, je dirais non traditionnelle pour les premiers capitaux qu'on a levés. Essentiellement, on a profité de nouvelles réglementations en matière de loi sur les valeurs mobilières ou de réglementation en matière de valeurs mobilières qui permet aux entreprises de lever des capitaux auprès du grand public par l'entremise de plateformes de crowdfunding. La raison pour laquelle j'utilise tous ces mots-là, c'est qu'on ne parle pas de Kickstarter. Je veux juste que les gens comprennent, on n'a pas prévendu. Puis on en avait fait un. Quand on avait fait le cours à l'époque, on avait fait un vrai. C'était pas sur Kickstarter, mais c'était une campagne sur Ulule de pré-vente. Les gens pré-achetaient le cours. Là, ce qu'on a fait, c'est que on a vendu des actions au grand public sans s'inscrire en bourse. Et pour nous, ça s'expliquait par le fait qu'on avait une audience, mais aussi une base d'utilisateurs qui sont des investisseurs, qui sont prêts à prendre des risques.
assez risqué d'investir dans une startup, on s'entend. Donc, ils aiment le produit et ce sont déjà des investisseurs. Donc, ça avait beaucoup de sens. Il y avait un alignement, en fait, pour nous de faire ça. On a fait une première ronde, on était chercher 250 000 de cette manière-là en crowdfunding et ensuite, on a utilisé et là, je ne vais pas parler de légal parce qu'on en aurait pour plus que 30 minutes, mais on a fait ce qu'on appelle un financement par notice d'offre en utilisant une plateforme de equity crowdfunding qui s'appelle Frontfunder. Puis on a été chercher 780 000. Donc en tout, on a été chercher un peu plus qu'un million là, en equity crowdfunding. Hmm. Ou financement participatif en capital en français. Voilà. Merci parce que j'aurais oublié la terminologie exacte. Mais c'est quand même nouveau comme pratique au Oui. Canada. Comment tu as eu l'idée et pourquoi avez-vous décidé de prendre cette voie, même si c'était vraiment, il y avait cet alignement-là? C'est une bonne question. Ben, moi, quand j'étais journaliste aux affaires, j'ai écrit plusieurs fois sur cette pratique-là qui était très courante en Angleterre. Puis l'Angleterre a encore une longueur d'avance en termes de volume puis de qualité aussi d'entreprises qui vont se financer de cette manière-là. Et j'ai écrit de nombreux articles sur l'arrivée de ça au Canada par l'entreprise de ce qu'on appelle l'exemption startup là, qu'on a utilisé la première fois. Et aux États-Unis avec le Jobs Act qui a permis ça. Donc, c'est quelque chose que je connaissais bien. Puis je te dirais que je connaissais tellement bien que ça n'a pas été mon premier réflexe parce que il y avait des limitations qui rendaient ça quand même complexe et, et risqué dans une certaine mesure. Mais à un moment donné, euh, ben, je me suis rendu compte que c'était ça notre avantage. Puis, tu sais, pour être transparent, là, au début, puis il était probablement trop tôt pour faire une ronde d'ange, mais j'ai de mauvaises expériences à dépenser beaucoup de temps avec des anges. Donc, je me suis dit, ben, c'est quoi la prochaine étape? Et après ça, je me suis dit, ben, on va faire ça parce que ça a beaucoup de sens. Puis en plus, on se crée un réseau d'ambassadeurs. Puis aujourd'hui, c'est fou. Il y a pas. Quand je passe beaucoup de temps à Toronto, dans certains rendez-vous, je me rends compte qu'une des personnes me dit après le rendez-vous: Hey, moi, je suis un investisseur, by the way. Donc, j'ai des gens, c'est bon en B2C, des gens qui partagent et qui veulent qu'on ait du succès, mais on a aussi des gens qui nous introduisent aux bons endroits pour des contrats B2B parce qu'ils ont investi. Et on a lancé un service pour les conseillers financiers relativement récemment et justement, on a fait la deuxième campagne. Et on avait dit qu'on allait faire ça. On a eu beaucoup de conseillers financiers qui ont investi, qui sont des actionnaires. Donc, quand je fais quelque chose, c'est sûr que c'est les premiers que j'appelle, c'est mes actionnaires, mais qui sont aussi des conseillers de métier. Puis quand j'ai besoin d'indications, est-ce qu'on devrait faire ça? Qu'est-ce que les conseillers aiment? Ben, c'est une force. Ensuite, il faut bien le préparer sur le plan légal parce qu'on ne peut pas gérer 1000 actionnaires de la même manière qu'on en gère 10. Non, c'est clair. Hem, si on Oui, retourne dans le passé un peu OK. et j'aimerais comprendre ta transition Oui, de journaliste à entrepreneur. Est-ce OK. que, tout d'abord, Hard Bacon, c'est ta première startup? Ben, oui, dans un sens, dans la définition de start-up, tout le monde a sa définition de start-up, là. La définition générale, c'est n'importe quelle entreprise vient de commencer, fait que non. Mais dans le terme d'entreprise avec une grande ambition backée par de l'investissement, ou définitivement oui. Donc, auparavant, j'avais fondé une maison d'édition. On faisait des livres, mais c'était pas dans une perspective. Tu sais, j'ai jamais eu d'employé, j'avais des contractuels avec qui on travaillait. Puis finalement, j'ai revendu pour une bouchée de pain. Mais au moins, j'ai vendu les dettes avec. Donc, c'était pas une mauvaise transaction. J'ai appris beaucoup de choses dans le monde de l'édition. Et une des choses que j'ai appris, je me suis dit, la prochaine fois que je me lance, je vais me lancer dans une industrie où il y a une opportunité macro. Au début, je te parlais, j'ai vu une opportunité en fintech. L'industrie du livre était en déclin au moment où je me suis lancé. Donc, c'est comme si j'essaie de nager contre le courant. Et ça, c'est ridicule, surtout quand on part avec moins de capital que les autres. Une industrie en consolidation, c'est celui qui a le plus de capital qui va gagner et on fait face à des vents contraires. Donc, si on veut se faire une place au soleil puis on n'est pas riche, il faut le faire dans une industrie où ça augmente tellement vite que même les joueurs qui sont présents et qui ont plus de capitaux que vous peuvent continuer à croître pendant que vous prenez des parts de marché parce que les parts de marché augmentent. Mmh. Ça a l'air un peu intellectuel, mais en tout cas, c'est pas ma première entreprise, mais ma première startup. OK. Et après, comment tu as décidé de, tu sais, de transitionner vraiment temps plein Ouais. dans cette industrie macro? Où est-ce que tu voyais cette entreprise? Quand est-ce que tu as dit, OK, j'arrête ma job Ouais. et je me lance, go? C'est une bonne question, puis je pense que puis je pense pas que je suis le meilleur exemple, là. C'est très difficile, je veux dire, de faire cette transition-là parce que tu te retrouves avec zéro revenu.
Donc, moi, j'étais au journal Les Affaires et j'avais cette réflexion-là. Et j'avais pas tant d'argent de côté, donc je me disais: «Hey, je veux me rapprocher de ce but-là et je» tu sais, il y a du monde qui parle: «Ah, je veux faire quelque chose», puis 10 ans plus tard, ils ont rien fait, puis je fais du moins, j'aime pas faire partie de cette catégorie-là. Donc quand c'est devenu clair que j'avais vraiment envie d'y aller puis de prendre le risque, ben, je me suis dit: «OK, si j'ai pas les moyens, tu sais, de quitter ma job». Puis l'autre enjeu quand on est journaliste, on peut pas commencer, je pense que à peu près n'importe quel autre job, on pourrait aller rencontrer, des partenaires puis tout ça, mais moi je couvrais le monde des startups. Je pouvais pas aller à un événement startup puis dire: «Hey, tu veux-tu, qu'on essaie qu'on soit associé là-dessus?» Je veux dire, je voulais pas perdre ma crédibilité. L'idée, c'est que quand les gens me parlaient, moi j'étais un journaliste neutre, j'étais pas là pour voler des contrats ou m'associer avec eux. Donc pendant que j'étais journaliste, j'ai fait aucun oui, peut-être que je faisais des recherches de mon côté, mais j'en parlais pas à personne, ce qui est la pire des choses. Si vous voulez partir une startup, le faire en secret, pas une bonne idée. Donc, je savais que j'avais pas le meilleur poste de toute façon pour me préparer à lancer quelque chose. Donc, j'ai décidé en fait de me joindre à un fonds qui se spécialisait dans l'investissement dans des startups en Phoenix qui s'appelait, ben, qui s'appelle, je pense qu'il existe encore. Ça s'appelle First Capital Partners. Je les ai rencontrés, puis on a discuté justement de l'opportunité. Puis les associés sont des gens vraiment intelligents. Donc, je me suis dit, oh wow, tu sais, j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Et ça va me positionner. Je vais apprendre des choses sur la fintech et éventuellement, je vais lancer ma compagnie. Fait que c'est comme ça que la transition s'est faite. En fait, j'ai pas quitté parce que j'étais rendu au moment où. Donc, j'ai quitté beaucoup trop tôt. Parce que et j'ai pas quitté pour mon entreprise, j'ai vraiment quitté parce que, je m'entendais pas, ça marchait pas avec les associés de la firme. On s'entendait sur la vision, mais sur les opérations, puis c'est normal un peu, tu sais, je suis un entrepreneur, fait qu'on les entrepreneurs ont tendance, puis j'en ai embauché des entrepreneurs, là, c'est des gens qui tu sais, qui demandent la permission après, puis j'en fais partie, et ça peut être difficile de travailler avec eux. Heu, Ça fait comme plusieurs capitaines dans un même bateau. Selon moi, ils apportent beaucoup à une entreprise, mais c'est difficile à gérer. Donc, pour ces raisons-là, ça ne marchait pas, et j'ai quitté beaucoup, je pense, 2-3 mois après m'être joint à eux. Et effectivement, c'est pas le moment logique de dire: «Je me mets à 100 sur un projet». Le projet, j'avais pas commencé. Moi, je me disais: «Je vais travailler 1 an ou 2 pour eux, puis après ça, je vais me lancer». Donc, après, j'ai appliqué sur quelques jobs en fintech qui étaient vraiment en gestion de patrimoine. La plupart n'étaient pas au Québec, ou je pense qu'il n'y en avait aucune au Québec. J'ai appliqué un peu à Toronto puis aux États-Unis. Mais tu sais, à quel point le petit Québécois qui a pas de background en finance, qui est un ancien journaliste économique, est intéressant pour le type de poste qui m'aurait rapproché de mon objectif. Donc j'ai pas appliqué tant que ça, là. J'ai peut-être j tu sais, j'ai appliqué quelques fois, mais à un moment donné, je me suis dit: «C'est pas je pense pas que ça va être le chemin», et c'était entre me trouver un autre job pour manger puis gagner ma vie, ou le faire qu'est-ce que j'avais envie de faire. Puis j'ai fait le choix risqué et que je referais différemment, de dire: «OK, ben, tu sais, je fonce comme un fou à 100 à l'heure au début, sans trop sans revenu, sans même exactement savoir qu'est-ce que j'allais faire». Fait que selon moi, c'est une erreur, ou du moins, si c'était à refaire, je me serais retrouvé, un job peut-être à 2 jours semaine ou à 3 jours semaine, quelque chose. Parce qu'effectivement, si on travaille dans un 60 heures par semaine pour un autre, ça va être difficile de monter un projet. Je recommanderais à tout le monde, tu sais, qui est au début, trouvez-vous un emploi. Puis oui, à un moment donné, vous allez devoir être à 100 commis, mais tu sais, ça va être plus long que vous pensez. Si vous pensez que ça va être 3 mois avant de pouvoir vous payer un salaire, ben, ça va être 12 mois ou 18 mois, là. Est-ce que ça, c'était l'élément le plus difficile pour toi en lançant l'entreprise, le cash flow en tant que tel? Ou Ben, est-ce que c'est quoi vraiment les road bumps que tu as affrontés dans oh les my derniers god, deux il y en a trois ans? tellement, il y en a tellement. Mais oui, ça fait partie, c'est difficile de ne pas avoir de revenus. Donc, je dirais l'autre chose, qui est capitale, c'est de trouver, c'est une équipe, et quand on n'a pas d'argent pour payer personne, mais on perd un temps fou à dire: «Ah, tu sais, qui» puis en plus, au Québec, il y a pas beaucoup de monde qui sont indépendants de fortune, qui se sont dit: «Ben oui, moi aussi, je vais me commettre à 100 sans être payé». C'est comme il y a comme un problème de logistique. À un moment donné, il faut que tu manges, tu payes ton loyer. Donc, et tu veux pas non plus te mettre, 50-50 avec quelqu'un qui travaille 10 heures par semaine, et tout le monde veut se joindre à ta startup, mais ils veulent faire ça 3-4 heures par semaine, ce qui a aucun sens.
Fait que tu as besoin quand même si tu prends quelqu'un qui a déjà une job, tu as besoin du monde qui sont prêts à faire des sérieux sacrifices. Tu sais, et c'est très, très dur de trouver un cofondateur. Le mieux, c'est de se cofonder une entreprise avec quelqu'un avec qui on a déjà travaillé. L'enjeu, c'est que j'avais surtout travaillé, tu sais, je venais du monde d'édition, du milieu de la communication. Moi, j'avais besoin d'un associé en finance, en technologie, et cetera. Donc, j'avais les gens avec qui j'avais travaillé, même s'il y a des gens qui avaient une super éthique de travail, puis j'aurais aimé ça travailler avec eux, c'était pas les bonnes personnes. Donc, je dirais la chose que j'ai sous-estimée, parce que je m'étais préparé comme en faisant des formations, en apprenant des choses, tu fais un plan d'affaires, ainsi de suite. La chose la plus importante pour se préparer à fonder une entreprise, oui, peut-être accumuler un peu d'argent, faire des demandes de marge de crédit pendant qu'on a encore une job. Un bon truc que quelques entrepreneurs m'ont dit puis que j'ai pas fait moi-même, c'est vraiment de trouver, le bon cofondateur. Donc, si c'était à recommencer, je 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 travaillais sur des projets. On n'a pas besoin de cofonder une entreprise. On peut dire: «Hey, mais on veut faire un Un projet, hackathon, ouais. les startup week-end». Donc je referais beaucoup plus de ces choses-là pour trouver des gens qui ont une super éthique de travail et qui sont pas, heu c'est ça, ça prend du monde qui sont prêts à sacrifier dans le fond, pour, cofonder une entreprise avant le financement. Puis après le financement, la réalité, c'est que c'est des jobs. Tu sais? Je vais pas te donner 50% de l'entreprise puis un salaire de 60 000 par année, ça a juste pas de sens, là. Mmh. C'est quoi les highlights des derniers 2 ans? Comme les moments les plus forts, marquants, qui t'ont Ça, vraiment c'est une rendu bonne fier? question. J'ai même pas c'est le fun de penser à ça, parce qu'on est tout le temps dans régler les problèmes aujourd'hui. Ben, je dirais un des trucs qui était vraiment il y en a eu plusieurs. Il y a eu la 1re, campagne de sociofinancement qu'on a fait qui était sur Ulule. On a levé 60 000 pour prévendre des cours en ligne. Ça, c'était vraiment cool. Puis tout le monde nous dit notre objectif, c'était 10 000, puis tout le monde nous disait: «Ben, qui va acheter des cours? 10 000 de cours, vous êtes fous», tu sais? Fait que ça, c'était un super beau highlight. Je dirais probablement un des highlights les plus fous, c'est quand on était choisis. Notre application était même pas live, on avait commencé le développement, et on était choisis pour, un accélérateur, qui s'appelle Queen City FinTech à Charlotte, qui est la 2e plus grosse ville bancaire après New York, aux États-Unis avec Bank of America, Ally, puis, un paquet d'autres banques. Donc c'est un accélérateur qui ont investi dans nous, puis qui nous ont payé, tu sais, l'hôtel pendant 3 mois pour déménager l'équipe à Charlotte avec des mentors qui étaient VP des grandes institutions financières américaines. On avait même des services gratuits d'avocats, c'est eux qui ont écrit nos termes et services pour l'adapter à tous les États, incluant le Canada. Donc, ça, tu sais, de se faire choisir comme ça, c'était tellement une belle validation. Puis en plus, je pense que si on n'avait pas eu ça a l'air con, là, 20 000 US ou 25 000 Canadiens à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, le taux est moins favorable. Mais anyway, c'est que si on n'avait pas eu cet argent-là, peut-être qu'on n'aurait jamais pu sortir l'app. Parce qu'on n'a pas pu payer pourtant, on payait nos développeurs vraiment pas cher, là, puis, mais ça l'a vraiment aidé. Puis aussi, j'ai appris énormément, j'ai grandi avec ça. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis tu sais, tu au tout début, là. Fait que ça, c'est un beau highlight. Sinon, ben, notre premier contrat avec, Desjardins Courtage en ligne, ça a pris genre 10 mois de négociation. À un moment donné, tu te dis: «Est-ce qu'ils vont le signer?» Tu sais, c'est quoi ça? Parce que moi, je connaissais pas la vente, institutionnelle. Sinon, ben, on a signé aussi, récemment avec, Banque nationale, courtage direct. Puis, là, ces temps-ci, il y a plein de bonnes choses qui se passent, mais on n'a rien à annoncer pour l'instant. Fait que, il y a quand même des belles choses qui se sont passées au fil du temps. Puis c'est sûr, les 2 rondes de financement aussi, qui ont très, très bien marché, mais ça a été des bons highlights. Même si tu peux pas mentionner Ouais, les deals qui s'en ouais, viennent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu vois le futur de Hard ouais, Bacon, c'est sur le moyen terme, moyen disons? terme, OK. Parce que long terme est vraiment extraordinaire. Mais à court, moyen terme, tu sais, nous, on a différentes sources de revenus. Donc, on a les abonnements à l'application, les gens qui s'abonnent directement à l'application. On fait du lead generation, du référencement de clients, pour, des institutions financières via l'application. Donc, on monétise ça aussi. Et finalement, il y a un 3e volet où on va développer des technologies, ou licencer nos technologies qu'on a déjà développées, parce qu'on a développé un paquet de choses très, très utiles et complexes à faire, déjà à des institutions financières. Donc, nous, notre positionnement, en fait, c'est qu'on n'est pas, contrairement à la plupart des fintechs qu'on connaît, que ce soit des Wealthsimple, des Milo que tu as eu à l'émission aussi, et compagnie, ou Koro, par exemple, une belle application d'une quasi-banque, que j'utilise d'ailleurs. Euh, ben, tous ces gens-là veulent remplacer un service ou un aspect, des services financiers. Donc, entrent en concurrence avec les banques, les courtiers, etc. Notre philosophie, c'est qu'on est une compagnie de technologie, mais non de finance.
on est une compagnie de technologie qui a des gens qui sont des experts en finance, on comprend la finance, mais on fait pas les services financiers en tant que tel, on fait le logiciel. Donc, ce qui nous permet de nous associer, de travailler avec les groupes financiers. Essentiellement, notre croissance vient des partenariats qu'on réalise avec différentes institutions financières. Et on a quand même une branche où on est direct to consumer aussi, qui est notre laboratoire où on peut essayer des choses puis on développe notre technologie. Pour les personnes qui se lancent en Oui, fintech en 2020, oui. est-ce que tu aurais des conseils pour eux? Est-ce que c'est encore un bon moment de rentrer dans l'industrie de technologie En financière? fait, c'est une bonne question parce que moi, mon expérience personnelle, c'est que quand j'ai commencé, et là, je ne sais pas qu'est-ce qui a rapport au marché ou au respect que j'ai réussi à susciter dans l'industrie. Ah, by the way, dans les highlights, on a été nominé 2 fois au FinTech Awards. C'est un autre truc à Toronto qui était cool. Donc, moi, mon expérience, et je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire en 2017, je pense que l'industrie des services financiers savait c'était quoi la FinTech. Ça disait oui, il faut innover plus, mais il n'y avait pas tant d'urgence d'agir. C'est plutôt la réflexion, c'était hey, il y a quelque chose qui se passe, regardons ça, mais je ne sais pas à quel point c'est prioritaire ou c'est plus une curiosité. Effectivement, si tu étais en 2015, c'était plus je ne sais pas c'est quoi, mais ça va être encore plus dur. Et aujourd'hui, il y a vraiment on- l'industrie des services financiers, donc les joueurs ont une urgence de dire notre modèle d'affaires, il y a des parties qui ne fonctionnent plus et il faut se moderniser rapidement. Ensuite, c'est une industrie qui est très conservatrice, en particulier au Canada. Donc, le fait qu'une entreprise existe depuis 2 ans et a déjà des contrats dans l'industrie rassure. Donc, c'est sûr que la facilité puis l'intérêt qu'on a présentement dans le marché vient du fait qu'on a prouvé qu'on était capable de livrer. Mais je pense que c'est plus facile aujourd'hui de se faire prendre au sérieux en fintech parce que les banques et les courtiers et les joueurs traditionnels ont réalisé que, il faut qu'ils changent rapidement. C'est pas juste que, oui, il y a un mouvement de changement, mais c'est qu'ils n'ont pas énormément de temps pour, opérer ces changements-là, donc ils sont plus ouverts à des partenariats. Heu Est-ce que tu vois vraiment la nouvelle perspective du côté institutionnel versus ton 10 mois de négociation auparavant pour ton premier c'est compte? très long. J'aimerais ça dire que maintenant, on peut faire un deal en 2 mois. C'est peut-être pas impossible, mais c'est des éléphants, donc ça va être long. La beauté, c'est qu'il y a un intérêt d'aller à la prochaine étape. Puis si tu veux une leçon que j'ai apprise, j'étais juste nul en vente quand j'ai commencé. C'était pas une expertise que j'avais. Donc tu sais, il y a une partie où je savais pas quoi faire dans ces rendez-vous-là, mais il y a une partie aussi où l'intérêt était moins élevé. Donc une des choses que je faisais quand j'allais mes premiers rendez-vous, j'essayais de faire un partenariat, j'arrivais dans le rendez-vous mal préparé et je disais: «Voici qu'est-ce que je fais, me semble que vous avez besoin de ça». Hem, donc c'était pas très défini comment j'allais créer de la valeur pour eux, et en plus, je parlais plus que la personne que je rencontrais. Aujourd'hui, j'ai un processus de vente puis on utilise un CRM aussi qui est très défini. Donc on dit, ben, pourquoi chaque rencontre, c'est: «Qu'est-ce que je veux faire pour toi?» Ensuite, on crée un pitch deck de vente qui explique qu'est-ce qu'on veut faire avec cette entreprise-là précisément et comment cette entreprise-là va avoir généré un bénéfice en travaillant avec nous. Et ensuite, on a une prochaine étape qui est claire. Donc, durant le meeting, non seulement je pose beaucoup de questions, donc plutôt que juste dire: «Ah, voici, j'ai tout compris de ton entreprise», c'est important de montrer qu'on a réfléchi. Mais après ça, je pose beaucoup de questions et ça se peut que ma présentation est tard, c'est correct. Donc, je présente qu'est-ce que je fais, mais après avoir posé beaucoup de questions et ensuite, des fois, ce que je me rends compte, c'est que ma proposition était mal alignée avec leurs besoins. Donc, la prochaine étape, souvent, c'est de dire, ben, je vais revenir avec une proposition ajournée. Et ensuite, après la proposition ajournée, ben, c'est voici la prochaine étape. Parfois, c'est de rencontrer, avoir un meeting d'équipe technique à équipe technique. Des fois, c'est de faire un autre. On a un problème au niveau du pricing, mais c'est de pas juste à faire des rencontres et se dire: «Ah, ben, comment ça OK, on se reparle». Après ça, tu reviens, puis là, un autre rendez-vous. Ça, c'était mon fait que oui, il y a moyen peut-être d'écourter un peu le cycle de vente, mais ça va toujours être long. Tes livres favoris que tu recommanderais à d'autres entrepreneurs en fintech ou entrepreneurs en général, des personnes qui se lancent en affaires? C'est une bonne question, en fait, puis moi, personnellement, les livres que je trouve le plus agréable, c'est les biographies. Mais ensuite, il y a des livres qui sont utiles, mais qui sont pas le fun à lire comme, un truc que tout le monde recommande, c'est The Hard Thing The About Hard Hard Thing, Things ouais. de Ben Horowitz. Il est écrit mal, mais
je veux dire, il a une expérience extraordinaire, puis il lève vraiment le voile sur toute l'incertitude que tu as en tant que PDG d'une compagnie en technologie dans un univers changeant. Fait que ça, c'est une super lecture, mais c'est pas si le fun à lire. Sinon, j'ai adoré The Everything Store, une biographie de Jeff Bezos. Une lecture en fintech. Ben, sinon, moi, j'ai la biographie de Michael Bloomberg. Je pense que c'est Bloomberg by Bloomberg, son autobiographie. Michael Bloomberg, en fait, il a fondé une fintech en 1980 quelque chose, C'est là, vrai. dans les années 80. Faudrait Et que je l'aie sur l'émission. Ça serait bien. ah, Ça ça serait serait un bon merveilleux. fintech Mais founder. il faut que tu m'invites parce que j'aimerais vraiment ça rencontrer. Pour moi, c'est une personne extraordinaire, Michael Bloomberg. Tu sais, c'est probablement la plus grosse compagnie privée. Euh, Pas la plus grosse compagnie privée, mais une des plus grosses compagnies privées du monde. Probablement la plus grosse compagnie privée en technologie du monde. Hmm. Ça vaut à peu près 50 milliards et en est propriétaire à 100%. Donc, il n'y a pas de board qui peut y dire, qui peut le mettre dehors ou quoi que ce soit. Ça y appartient en propre. C'est une entreprise en technologie financière. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié là, de lire sa biographie. Sinon, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Si vous vous intéressez à l'investissement, j'écoute Capital Allocators. Si vous voulez écouter des belles histoires d'entrepreneurs un peu biographiques, How I Build This. D'ailleurs, il y a quelques émissions de FinTech dans tous les épisodes How I Build This. Je pense que tu as le fondateur de Wealthfront, je pense que LearnVest, aussi la fondatrice de LearnVest, se raconte dans ça. Donc, il y a des belles affaires qu'on peut checker dans les podcasts aussi. Très cool. Puis, bien entendu, le FinTech Founders, le meilleur podcast en FinTech. Ben, on espère. Abonnez-vous là, sur iTunes. Es-tu sur Stitcher, Spotify, Anchor, Google Podcasts, Wow. Apple Podcasts, Il faut you name it. Abonnez-vous, pas juste cet épisode-là. Si vous écoutez ça, vous voulez écouter les autres épisodes. Merci. Et pour conclure, Oui. parce que tu as fait un petit teaser, mais ta vision long terme maintenant pour Hard Bacon. Ah, ça, c'est Parce je suis content que tu me poses cette question. t'avais l'air super excité. Oui. Donc, on peut pas finir sans que tu le mais mentionnes. merci infiniment. J'étais comme frustré que tu me poses pas la question. Essentiellement, la thèse macro de Hard Bacon, et je pense que c'est la thèse aussi de d'autres compagnies en FinTech, pour être honnête, c'est que essentiellement, Google a accès à l'information publique du monde et l'organise et fait un travail extraordinaire. Donc, quand j'ai une question sur le monde à l'externe, je vais poser la question à Google et il va me donner une réponse. Si j'ai une question sur l'identité des gens, si c'est professionnel, LinkedIn va toujours me donner une réponse incroyable. Puis il faut que je sois connecté sur LinkedIn, puis je vais savoir comment je suis lié à tel site. En vente, on l'utilise tout le temps. Si on a une question, on a rencontré quelqu'un, une fille ou un gars dans un party d'amis, mais là, on va aller checker sur Facebook, on va voir ses réponses. Les données financières, donc il y a tellement de données qui sont privées. Votre compte de banque, vos investissements, est-ce que vous êtes propriétaire d'un immeuble ou pas, vos dettes, ainsi de suite. Ça, c'est une information qui est 100% privée. Donc, ça va être difficile d'avoir la réponse à votre question. Est-ce que je peux acheter telle maison ou à quelle âge je peux prendre ma retraite? Toutes ces choses-là. Présentement, c'est des planificateurs financiers, donc tout est fait à la main. On utilise du Excel. On imprime des rapports d'investissement de fin d'année. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une compagnie qui est capable de comprendre toute cette donnée-là, à chaque fois que vous allez avoir une question, puis vous allez magasiner une police d'assurance ou choisir un investissement ou décider si vous pouvez prendre une année sabbatique ou peu importe, Google ne va pas vous donner la réponse. Google va vous donner la réponse générale pour quelqu'un qui a 20 ans et qui a tant d'argent. Mais si vous voulez comprendre la réponse pour vous, vous allez passer par une technologie qui a accès à toute votre information. Puis on n'est pas les seuls. Maintenant, Apple veut avoir accès à vos dépenses avec sa carte. Tout le monde voit la valeur immense de ça. Parce que c'est le Saint Graal, selon moi, l'industrie des services financiers, c'est plusieurs trilliards par année. Et en accédant à ça, nous, notre vision pour Hard Bacon, c'est qu'à chaque fois que vous avez une décision financière à prendre, peu importe que ce soit assurance, investissement, un achat, vous passez par Hard Bacon et vous allez avoir une réponse. Et si vous cherchez un produit financier pour vous aider à atteindre l'objectif, nous, on va vous présenter ce qui existe dans le monde des possibilités. On ne va jamais vous vendre quelque chose parce que justement, on ne veut pas être une institution financière et ça nous permet aussi de s'internationaliser parce qu'une institution financière, il y en a très, très peu qui sont globales. La réglementation change d'un État à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, nous, on se voit comme une compagnie globale que les gens vont venir à chaque fois qu'ils prennent une décision financière et on va faire une taxe, on va charger une taxe à l'industrie des services financiers, au conseil financier. De la même manière que quand on réserve un hôtel, on passe par Expedia et l'hôtel paye une taxe à Expedia. Donc, le modèle, c'est qu'on va se prendre un pourcentage de toute l'industrie des services financiers partout dans le monde. Et ça pourrait être une compagnie. Là,
suis pas en train de dire qu'on est proche. Je veux dire, cette vision-là, je pense que plusieurs fondateurs en FinTech l'ont, mais c'est la vision qui excite. Et honnêtement, il va en avoir un. Si c'est pas Arbekin, ça va être quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas Arbekin? On a réalisé avec une équipe, présentement, une équipe technique de 4, quelque chose que les banques puis des grosses institutions avec des dizaines de millions ne sont pas capables de faire. Donc, on se dit, pourquoi pas nous? Et donc, c'est ça la vision à long terme. C'est beau. Étape par étape. Je vous souhaite meilleure des chances. Merci. Une année 2020 remplie de succès et au plaisir de pouvoir rejaser avec toi. Pareillement. Super. Merci à tous. Bye.